À Abidjan, Côte d'Ivoire, l'Union africaine a réuni les ministres autour du financement de l'industrialisation du continent, une session stratégique consacrée à la transformation économique, à la valorisation des ressources africaines et au développement des chaînes de valeur. Pour évoquer les enjeux de cette rencontre et les priorités de l'Union africaine, nous recevons sur ce plateau son Excellence, Madame Francisca Tachoup Belobé, commissaire de l'Union africaine en charge du développement économique, du commerce, de l'industrie et des mines et du tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour m'avoir invité. C'est nous. Madame la commissaire, cette session ministérielle conjointe réunit les travaux du 9e comité technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration, et du 5e comité technique spécialisé sur le commerce, le tourisme, l'industrie et les ressources minérales. Quelles décisions concrètes les ministres sont-ils appelés à prendre pour accélérer l'industrialisation du continent ? Merci beaucoup à nouveau de m'avoir invité. Effectivement, cette réunion conjointe des deux secteurs très importants de nos économies, à savoir les ministères des Finances et le ministère de l'Industrie, est appelée à prendre une décision sur la nécessité d'adopter un plan d'accélération pour l'industrialisation en Afrique. L'Afrique, à travers la Commission de l'Union africaine, dispose déjà d'un plan africain pour l'industrialisation. Mais nous nous rendons compte que l'opérationnalisation de ce plan trouve beaucoup des entraves et nous avons cru nécessaire, ensemble avec des organisations spécialisées pour le développement africain, notamment Aouda Nepat, de présenter ce plan d'accélération afin de pouvoir avancer sur cette question qui est très cruciale pour la survie de notre continent. Et les travaux prévoient notamment l'adoption d'une déclaration ministérielle ainsi qu'une feuille de route d'action sur les 12 à 24 mois prochains. Quels mécanismes permettront de garantir que les décisions prises à Abidjan seront effectivement mises en œuvre par les États membres ? La question principale ici, c'est de trouver d'abord les mécanismes de financement, préparer un plan d'action et chose faite, on connaît quelles sont les priorités de différents États. Des analyses ont été faites au préalable qui identifiaient déjà 4 secteurs principaux pour la industrialisation, notamment l'automobile, l'agro-industrie, le pharmaceutique ainsi que le textile. Aujourd'hui, les États membres ont fait connaître la nécessité de inclure les questions sur le secteur minerai. La transformation industrielle a besoin de beaucoup de financement. Le plan d'industrialisation se base sur le plan, l'agenda 2063, qui est dans son 12e décennie et qui a comme objectif, effectivement, en ce qui concerne l'intégration du continent, une transformation de nos économies, de telle manière que nos pays, la plupart de nos pays, puissent devenir des pays à revenus intermédiaires.
ceux-ci doivent se réaliser à travers le développement de nos économies et ceci a besoin d'une transformation substantielle et des réformes. Donc, la plupart de nos États, tous nos États, ont leur plan de développement domestique qui s'alignent tous au plan et à l'agenda 2063. Donc, ce que nous sommes venus faire ici, c'est de sensibiliser d'abord nos États, comme on le disait, sur la nécessité d'accélérer. 2. Nous sommes venus aussi de parler avec nos États et avec nos partenaires financiers sur la nécessité de trouver des mécanismes de financement pour pouvoir souvenir à ces besoins d'investissement. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un gap très important dans le financement des infrastructures. Cette gap, on parle que c'est aux alentours de 130 à 170 milliards des milliards de de dollars. dollars. Effectivement. Donc, il faut d'ailleurs que l'on puisse trouver ce financement pour pouvoir obtenir l'optimum des infrastructures dans le continent qui sont nécessaires pour l'industrialisation. Après cela, il va falloir maintenant trouver les financements pour développer chacun de ces secteurs particuliers avec l'innovation qu'il faut, avec le personnel qu'il faut. Donc ça a été la discussion. En ce qui concerne la discussion du financement, on a pu relever l'importance de voir réduire le flux financier illicite. Il a été défini que, surtout dans le secteur minerai, à peu près 80% de flux illicites financiers proviennent de ces secteurs. Donc, ça veut dire que, alors que nos États font les efforts de trouver des investissements de partenaires directs étrangers pour pouvoir exploiter ces secteurs, nous avons de notre côté un manque à gagner à travers ces investissements ou bien ces fonds qui sortent d'une manière illégale de nos États. Donc, cela réduit la capacité de nos États pour pouvoir implémenter leur propre plan d'action. À cela se rajoute aujourd'hui la situation des dettes accrues de nos États. Donc, effectivement, nous travaillons avec des partenaires financiers, notamment Afreximbank, la Banque africaine de développement, et les États ont de différents partenaires, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Mais il faut que nous puissions surtout réformer nos États pour avoir un meilleur apport financier de nos économies pour nos propres investissements. Alors, selon la Banque africaine de développement, la zone de libre-échange continentale constitue le plus vaste marché de libre-échange au monde, avec 54 pays signataires, un marché de plus de 1,4 milliard d'habitants et un PIB combiné de près de 3 400 milliards de dollars. Comment votre département accompagne-t-il les États afin que ces chiffres se traduisent par davantage d'industrie et d'emplois sur le continent? La CELECAF est effectivement et a une potentiel énorme. Les estimations de la BAD nous montrent cette potentiel. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 15 ou 16% de cette potentiel. En effet, il y a beaucoup de travail à faire. La plupart de ce travail est réalisé par les États avec le secrétariat exécutif de la CELECAF. À partir de mon département,
nous accompagnons les États parce que nous travaillons sur la création d'un environnement qui est propice au développement de l'industrie et de travaux et du secteur privé local. Nous sommes en train de potentialiser le secteur privé local afin qu'il puisse prendre une partie beaucoup plus importante dans cet marché. Car le manque d'un secteur privé réduit aussi la capacité d'absorption de nos économies. Donc ça, il faut le voir. Et dans cela, nous travaillons surtout avec les femmes. Il y a une initiative pour les femmes dans le procès de transformation et avec les jeunes notamment. Les jeunes avec des initiatives innovantes. Néanmoins, nous envisageons de mettre en place des programmes beaucoup plus spécifiques, effectivement, pour motiver les États à améliorer les conditions d'investissement, aussi par les investisseurs étrangers comme par les investisseurs locaux. L'Afrique possède environ 30% des réserves mondiales de minerais critiques. Pourtant, la plus grande partie de ces ressources sont encore exportées sous forme brute. Quelle action votre département mène-t-il pour accroître la transformation locale et créer davantage la valeur ajoutée sur le continent? Tout d'abord, je souhaiterais m'approprier de débats qui ont été menés lors de cette session conjointe où les ministres ont déterminé que quand nous parlons de minéraux critiques, nous parlons du point de vue externe, pas du point de vue interne. Il a été dit très clair que tous les minéraux sont importants pour le continent et c'est par rapport maintenant à l'usage que cela peut devenir un minéral critique ou pas. Donc, tous nos minéraux doivent être exploités. Ça, c'est la première chose. Donc, par exemple, il y a pour les gens où il y a des produits très importants qui sont gagnés du sable, de la terre, des autres éléments. Donc, je pense qu'effectivement, il y a les minéraux critiques, le minéraux verts, chacun l'utilise dépendant de l'usage qu'il veut faire pour cela. Nous parlons de minéraux en général. Donc, l'exploitation des minéraux en général est nécessaire pour la transformation, dans le sens qu'il faut déjà commencer avec des produits manufacturés. Il faut que nous ayons des manufactures dans tous les continents. Maintenant, sur la base de ces manufactures et sur la base de ces investissements, on peut arriver, on devrait aspirer même à voir maintenant des industries beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus performantes, beaucoup plus technologiquement actualisées. Donc, mais nous comprenons que c'est un processus. Cela étant dit, nous savons et c'est clair
que la question des minéraux, c'est une question aussi de souveraineté de nos États, c'est une question de souveraineté des gouvernements. Et nous accompagnons nos gouvernements avec des stratégies, avec des instruments légaux qui leur permettent maintenant établir un cadre de coopération avec des tiers. Par exemple, quand il y a des investisseurs, il faut que nos États puissent avoir des exemples de contrats qui tient en compte un certain nombre de considérations pour que l'exploitation de ces minéraux apporte un bénéfice net à leur économie et à leur population. Donc, nous avons établi ce cadre à travers, effectivement, la vision minière africaine. Vous avez récemment multiplié les échanges avec les négociateurs africains à l'Organisation mondiale du commerce en préparation à cette conférence ministérielle. Quelle stratégie l'Union africaine défend-elle pour que l'Afrique parle d'une voix et obtienne des résultats concrets sur les questions commerciales? Merci beaucoup pour cette question qui est assez pertinente. Dans ce moment où on vit beaucoup de perturbations dans les relations commerciales au niveau de tout le monde. Premièrement, bien sûr, nous avons parlé, nous avons discuté sur la situation de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce. Nous avons discuté sur les questions de tarifs préférentiels qui est très, très important pour la plupart de nos États parce que ça leur donne la possibilité de exporter leurs produits et à des conditions favorables. Nous avons discuté notamment sur les questions de s'il fallait élargir la période dans laquelle on ne devait pas taxer les e-commerce. Ça, ce sont les questions qui ont été amenées sur la table. Bien sûr, nous avons aussi discuté sur toutes les questions des subventions de produits dans certains de nos États, dans certains des États partenaires, de nos États partenaires, qui établissent bien sûr un problème au moment de mettre en place un système de commerce équitable parce que ça devient plus favorable pour eux, moins favorable pour nous au niveau du commerce international. Et la question surtout de tarifs préférentiels, ce sont les questions de haute importance pour le continent. Nous avons aussi, excusez-moi, nous avons aussi parlé de la continuation de l'ALGOA. AGOA, c'est un accord de commerce entre les États-Unis et l'Afrique qui bénéficie pas tous les États, mais certains États. Et cet accord, à un moment donné, a été interrompu. Elle vient d'être rétablie, mais arrivera à sa fin d'ici à quelques mois. Donc, les États africains sont en train de se poser la question si les États-Unis décident de continuer avec cet accord, quelle devrait être la position de l'Afrique vis-à-vis de cela? Et je vous pose la question justement, quelle pourrait être la position de l'Afrique? Je pense que ça, c'est une question qu'on doit finir de perfiler.
pour pouvoir aller sur la table de négociation. Madame Francisca Tachoup Belobé, merci d'avoir été l'invitée d'Africa 24. Merci à vous pour m'avoir invitée et merci pour le soutien que vous apportez à l'Union africaine et à mon département. Je vous remercie. C'est nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique.